Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de me donner l'occasion de vous parler aujourd'hui de l'impact de la maladie résiduelle sur les stratégies de greffe. Vous voyez ici mes liens d'intérêt. Alors, la MRD prend une place de plus importante dans la prise en charge des LAM. Alors, je voulais juste commencer par un petit rappel sur les techniques, mais sur lesquelles évidemment on ne s'attardera pas. Pour rappeler, donc, cette MRD elle peut s'évaluer à l'heure actuelle avec trois types de technologies. La RT-PCR, qui est utilisée pour le suivi de formes de LAM dans lesquelles on dispose de transcrits anormaux. C'est le cas des CBF, et donc on a une grande expérience depuis plusieurs années avec cette technologie-là. Plus récemment, la cytométrie de flux a fait son apparition dans ce champ-là. L'intérêt de la cytométrie de flux, c'est qu'elle est applicable à plus de 80% des patients et que les données maintenant sont assez matures pour vraiment confirmer sa place comme une technique incontournable dans l'évaluation de la maladie résiduelle. Et puis enfin, et plus récemment, c'est le NGS qui reste tout de même pour le moment encore dans le champ de la recherche. Alors plutôt que essayer de déterminer à tout prix laquelle de ces technologies est la meilleure, une autre approche est peut-être de se poser la question de leur complémentarité, comme le suggère cette étude du groupe hollandais qui a été publiée récemment, où la MRD a été analysée à la fois en cytométrie de flux et par NGS. Et comme on le voit sur la figure qui est présentée, la combinaison des deux techniques permet une discrimination encore plus puissante que chacune des technologies prises indépendamment. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'impact de la MRD sur les stratégies d'allogreffe, je voulais passer par un rappel quand même des données qui ont permis de valider l'impact pronostique de la maladie résiduelle dans les LAM. Alors ceci, l'histoire a commencé évidemment avec les CBF, puisque c'est le premier sous-groupe pour lequel on a pu analyser la MRD en RQPCR. Et je vous montrer les résultats bien connus maintenant de l'étude française CBF 2006, dans laquelle donc les patients qui avaient une réduction de la maladie résiduelle de moins de 3 logs après le traitement de consolidation, comme on le voit sur la partie droite de la figure, avaient une survie qui était significativement réduite par rapport à ceux qui avaient une bonne réduction de la maladie résiduelle, et que la maladie résiduelle, comme on le voit sur le tableau, était un facteur indépendant de survie en analyse multivariée. Ces résultats, comme on le voit ici, ont été confirmés par le groupe anglais, où l'on voit là encore une différence nette de survie globale entre les patients qui avaient une maladie résiduelle positive versus ceux qui ne l'avaient pas. Des résultats comparables ont été produits avec le suivi de la maladie résiduelle sur NPM1, donc dans les LAM mutés NPL1. Donc là, c'est également des résultats du groupe MRC. Donc vous voyez ici une survie qui était significativement meilleure pour les 2 tiers de patients qui avaient une MRD négative comparé aux patients qui avaient une MRD positive. Et puis cet effet-là a été retrouvé, donc ça c'est des résultats en termes d'incidence cumulative de rechute pour les patients qui avaient également une mutation FLT3-ITD ou une mutation de DNMT3A. En ce qui concerne la cytométrie de flux, donc c'est difficilement lisible, je m'en excuse, mais en gros le message ici, sorti d'un papier de l'ELN, pour émettre des recommandations sur l'utilisation de la cytométrie de flux dans les LM. Vous voyez donc un nombre important d'études qui toutes convergent pour montrer que la persistance d'une MRD après induction, consolidation, mesurée par cytométrie de flux, est également associée à un plus mauvais pronostic. L'impact pronostic de la maladie résiduelle mesurée par cytométrie de flux
s'applique également dans tous les sous-groupes cytogénétiques, comme on le voit dans les résultats de cette étude rétrospective du groupe espagnol, avec un effet clairement prononcé au sein du groupe des cytogénétiques adverses. Alors qu'en est-il de la maladie résiduelle et de l'allogreffe? La valeur prédictive de la maladie résiduelle a été confirmée par plusieurs études qui mesuraient la maladie résiduelle avant greffe. Ce qui est montré sur cette diapositive sont les résultats d'une méta-analyse de 19 études qui ont porté sur plus de 1400 patients et qui confirment donc dans la plupart de ces études, que ce soit en cytométrie de flux ou par PCR, l'impact pronostique de la maladie résiduelle. Dans une étude importante qui a été publiée par le groupe de Seattle dans Blood au début des années 2000, on confirmait l'importance pronostique de la maladie résiduelle qui permettait de discriminer de façon claire, que ce soit en incidence de rechute ou en survie globale, deux groupes de patients selon qu'ils avaient une maladie résiduelle positive ou négative. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'était de voir que l'impact de la maladie résiduelle était confirmé, que les patients soient en première rémission, allogreffés en première rémission complète ou en deuxième rémission complète. Cette étude a même fait suggérer par certains que les patients avec une MRD positive ne devraient pas être allogreffés, puisque, on le voit, les résultats de la greffe sont médiocres dans ce groupe de patients. Dans une autre étude récemment publiée par le groupe de Seattle, on voyait que la valeur prédictive de la MRD pré-greffe était confirmée, y compris dans le groupe cytogénétique défavorable, puisque l'étude s'est focalisée sur le groupe des patients avec un karyotype monosomique. Dans ce groupe-là, évidemment, la proportion de patients avec une maladie résiduelle positive avant greffe était plus importante que chez les patients avec des karyotypes non monosomiques, puisqu'on retrouve près de 50% avec une MRD positive pré-greffe. L'autre information importante de cette étude était issue de l'analyse multivariée qui montrait que le statut MRD et non pas plus le karyotype monosomique avait une valeur statistiquement significative. Donc ce qu'on a appris et ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que une maladie résiduelle positive est un facteur pronostic défavorable, qu'une maladie résiduelle positive pré-greffe est un facteur prédictif de l'échec de l'allogreffe. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les patients qui ont une MRD positive doivent être transplantés? Pour ça, on a quelques études qui permettent d'apporter des éléments de réponse et des éléments plutôt positifs, que oui, il faut probablement continuer à greffer les patients. La première est une étude chinoise qui a été publiée dans Blood en 2013 et qui portait sur des patients avec des translocations 8-21. Et vous voyez sur la droite, le protocole prévoyait une stratification des patients sans randomisation, mais les patients avec une maladie résiduelle positive se voyaient proposer une allogreffe, alors que les patients avec une maladie résiduelle négative recevaient une chimiothérapie ou une autogreffe. À noter que quelques patients des patients au risque ont reçu de la chimiothérapie parce qu'ils refusaient la greffe, et dans le groupe faible risque, des patients ont une allogreffe sur leur demande. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que à l'issue de cette étude, les patients, comme on le voit sur les courbes présentées en bas, à gauche, la survie globale des patients dans le groupe de haut risque, donc avec une MRD positive, avec une différence significative de devenir en faveur de la greffe allogénique, et le contraire dans le groupe de faible risque, où les patients traités dans le groupe par chimiothérapie allaient mieux que les patients allogreffés. Dans les LM-NPM mutés, l'allogreffe corrige l'impact pronostic négatif d'une MRD positive. C'est ce qu'a montré l'étude rapportée par le groupe Alpha. Dans cette étude, les patients qui appartenaient au groupe intermédiaire à ELN avaient tous une indication de greffe allogénique, mais tous n'ont pas pu recevoir la greffe allogénique
Et donc dans cette étude rétrospective, on voit que l'allogreffe avait un bénéfice net en survie sans rechute et également en survie globale chez les patients qui avaient une réduction de la maladie résiduelle inférieure à 4 logs, donc on peut considérer des patients avec une MRD positive, alors que chez les patients qui avaient une bonne réduction de la maladie résiduelle, il n'y avait pas de bénéfice évident à la réalisation d'une allogreffe. Ces résultats ont été confirmés par des données du groupe MRC, où on le voit ici sur une série de 204 patients en muté NPM1 qui avaient des données analysables de maladies résiduelles, une tendance favorable en faveur de l'allogreffe sur la survie. Et puis plus récemment, donc une étude intéressante rapportée par le groupe JIMEMA, donc le groupe italien, qui a conduit une étude prospective qui évaluait l'impact sur la survie globale d'une stratégie de traitement basée sur l'évaluation de la maladie résiduelle, avec, comme on le voit dans la partie supérieure de la diapositive, donc des patients du groupe favorable à qui on ne proposait pas d'allogreffe, donc ils pouvaient recevoir une autogreffe. Les patients dans le groupe défavorable avaient tous une indication d'allogreffe. Et dans le groupe intermédiaire, donc de cytogénétique intermédiaire, l'allocation greffe versus chimio ou autogreffe se faisait sur la base de la maladie résiduelle. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que 70% du groupe intermédiaire avec une maladie résiduelle positive qui devait avoir une allogreffe l'ont effectivement eu, et que 73% des patients intermédiaires étaient bien évaluables en MRD, en cytométrie de flux. Et les résultats de l'étude montrent que, vous le voyez ici, le pronostic défavorable de la MRD positive est gommé en fait par cette stratégie qui consistait à proposer une allogreffe à la moitié des patients, que ce soit en survie globale ou en survie sans rechute. En revanche, l'étude montre que globalement, si on analyse les résultats de tous les patients, l'application de cette stratégie n'a pas permis d'améliorer de façon significative la survie globale des patients dans une comparaison à des contrôles historiques des études précédentes du groupe JIMEMA. Alors, comment améliorer les résultats de la greffe chez les patients qui ont une MRD positive? Plusieurs façons peuvent être, ils sont en cours d'investigation. Renforcer le traitement avant l'allogreffe, donc pour essayer de réduire le plus possible cette maladie résiduelle. Jouer sur la greffe elle-même, le conditionnement, le choix du donneur, etc. Donc je ne développerai pas cette partie-là, puisque ça sort de mon domaine de compétences. Et puis aussi, ce qui est en train de se développer de plus en plus à l'heure actuelle, des stratégies de maintenance ou de traitement préemptif après allogreffe lorsque la maladie résiduelle persiste. Alors on va commencer par comment réduire la maladie résiduelle, et faut-il réduire la maladie résiduelle avant la greffe? La réponse est que d'ailleurs à l'heure actuelle on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas d'études prospectives randomisées qui aient été conduites sur laquelle on puisse se reposer. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que les risques dans l'application de cette technique, ça va être que chaque fois qu'on va essayer d'augmenter l'intensité du traitement pré-greffe pour diminuer la rechute, on risque de le payer au prix d'une toxicité augmentée qui peut rendre inéligible un certain nombre de patients à la greffe, et pour ceux qui le restent éligibles, augmenter les risques toxiques et la mortalité post-allogreffe. Alors dans ce cadre-là, d'ailleurs, on voit des résultats d'une petite étude rétrospective, mais qui confortent en fait ces inquiétudes. Donc là, dans cette étude, on comparait des patients qui ont reçu une chimiothérapie de rattrapage pour
essayer de convertir la MRD avant l'allogreffe. Donc c'était un petit groupe de 16 patients, vous le voyez, comparé à près de 80 patients qui ont eu la greffe d'emblée avec leur MRD positive. Et ce qu'on voit quand même, c'est que le devenir des patients qui ont eu une tentative de rattrapage, il est plus mauvais que ceux qui ont eu la greffe d'emblée, donc ce qui plaide pas du tout pour ce type d'approche pré-greffe, et y compris d'ailleurs quand on regarde les 20% de patients qui avaient effectivement converti leur maladie résiduelle. Alors, quelles sont les perspectives d'amélioration? Il s'agit de faire appel à de nouveaux médicaments qui pourront être ajoutés à la consolidation classique. Dans ce cadre, les données de l'étude BIG 01 qui est en cours en France depuis quelques années maintenant permettront peut-être d'apporter des éléments nouveaux, puisque je vous rappelle, dans le BIG, comme on le voit sur le milieu de la diapositive, on a randomisé l'ajout de médicaments comme la vosaroxine, c'est une étude qui est terminée, dont les résultats sont présentés à l'ASH en décembre, de la dexaméthasone, l'étude est encore en cours, ou du vénétoclax, étude qui devrait débuter dans les semaines qui viennent. Et on pourra voir si l'adjonction de ces médicaments a un effet sur l'amélioration de la maladie résiduelle et si cette amélioration a un impact sur le devenir après la greffe allogénique. Les autres perspectives, c'est de faire appel à des nouvelles classes thérapeutiques. Dans ce cadre-là, je voudrais attirer votre attention sur les anticorps bispécifiques, notamment le flotetuzumab, qui est un anti-CD123, anti-CD3, dont les résultats assez prometteurs ont déjà été présentés à l'ASH à plusieurs reprises. Et comme vous le voyez sur cette figure, dans l'étude de phase 1 du flotetuzumab, les patients qui avaient une maladie réfractaire primaire ont obtenu des taux de réponse de 35% avec près de 30% de réponse complète, ce qui est nettement mieux que ce qui a été observé chez les patients en rechute. On peut imaginer, en faisant le parallèle avec ce qui vous a été présenté par Nicolas Boissel avant, avec l'expérience du blinatumomab dans la LAL, que ce médicament pourrait également être positionné pour réverser la maladie résiduelle avant de procéder à une allogreffe. Donc pour conclure, il est clair que la maladie résiduelle joue maintenant un rôle central dans la prise en charge des LAM. Sa valeur pronostique est maintenant clairement établie, mais il faut se rappeler quand même des limites de l'évaluation, de la prédiction, puisque en gros 30% des patients MRD négatifs rechutent et que 30% des patients avec une MRD positive ne rechutent pas. Avec ceci en tête, on va quand même maintenant vers la mise en place de stratégies de traitement qui sont guidées par la maladie résiduelle, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Les challenges maintenant, c'est de déterminer si la réduction de la maladie résiduelle avant la greffe allogénique chez les patients MRD+, sera efficace et comment atteindre cet objectif. Et puis, on peut imaginer également développer des stratégies de traitement préemptif lorsque la maladie résiduelle reste positive après la greffe allogénique. Mais ça sera l'objet d'un des prochains topos de cette session. Voilà, je vous remercie de votre attention.